Une goutte de cire avait coulé sur le parchemin, laissant derrière elle une fine traînée semblable à une fissure noire. La veuve écrivain comprit que le manuscrit avait atteint l'heure où il ne pouvait plus être caché. Dans la ville, les cloches sonnaient pour la messe du matin, et, dans sa petite cellule, ça sentait le cuir chaud de la reliure, l'encre humide et l'argile avec laquelle on colmatait les fissures. Elle savait qu'aujourd'hui, la dispute passerait du murmure à la foire à un défi ouvert. Il lui fallait écrire une page de plus, et alors tout prendrait son sens, et la voie serait toute tracée. Je salue tous ceux qui écoutent cette histoire. Veuillez indiquer dans les commentaires d'où vous la regardez. C'est important pour moi de le savoir, car je veux vous raconter des histoires qui touchent le cœur, où que vous soyez. Bonne écoute. Elle s'appelait Christina. Elle s'est retrouvée seule très tôt. Son mari est mort sur la route. De nombreuses années ont passé depuis, mais elle conservait toujours sa plume, soigneusement enveloppée dans un tissu. Il y avait peu d'objets dans la maison. Une table, un banc, un pichet d'eau, un panier avec des bouts de parchemin, un coffre avec un foulard et des lettres. Un jeune pommier poussait dans la cour. Les voisins la trouvaient étrange parce qu'elle écrivait des livres. Elle discutait avec les théologiens et les scribes, non pas en criant, mais en s'appuyant sur des faits et des exemples. Elle notait les récits des veuves, des artisanes, des guérisseuses, des filles qui apprenaient à lire à la porte du scriptorium, écoutant à travers le battant entr'ouvert les lettres étrangères. Elle rassemblait ces histoires une à une comme des perles et voulait en faire une ville. Dans cette ville, il n'y avait pas de porte fermée pour ceux que l'on ne remarque généralement pas. Le matin, un messager est arrivé. Il a remis un paquet ficelé avec une corde grossière. Un seau de plomb avec un blason étranger était accroché à la corde. Cela semblait être une lettre ordinaire. Mais les mains du messager tremblaient. Il dit qu'il avait reçu une pièce de monnaie sur la place et avait poursuivi son chemin, car c'est ce que lui avait ordonné son commanditaire. Il ajouta qu'on lui avait demandé de dire que la lettre ne contenait pas des conseils, mais un jugement. Il n'en comprenait pas le sens, mais il avait peur. Puis il partit. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles. La première contenait une liste d'accusations. Christine était qualifiée de séductrice d'esprit. Selon l'auteur, ces textes nuisaient à l'ordre établi, car ils apprenaient aux femmes à réfléchir et à discuter. La deuxième feuille indiquait la date à laquelle elle devait se présenter à la maison du conseil du monastère. On lui ordonnait de venir avant la 3e garde de l'après-midi du mercredi pour fournir des explications. La date était écrite comme le faisaient les fonctionnaires. Mercredi, 20e jour après la fête de Saint-Michel. Cela ressemblait à un document officiel. Mais dans le pli entre les feuilles, elle découvrit un petit sachet d'herbes. Les herbes avaient une odeur amère.
si elle les jetait dans du vin chaud, celui qui le boirait aurait des courbatures, des palpitations et de la peur. Elle connaissait cette odeur, car la guérisseuse voisine l'utilisait pour soigner la fièvre. Mais elle disait que si on se trompait, on pouvait faire du mal. Quelqu'un avait mis ces herbes exprès pour donner à la lettre une odeur de maladie. Et sur le bord d'une des feuilles, presque invisible, il y avait une petite trace de suie. C'est exactement comme ça qu'on voit les traces laissées par les bougies de charbon dans les scriptoria où on collectait la dîme de l'Église. Un simple bout de papier s'était transformé en thriller domestique. Un simple colis était devenu une menace. Elle pensa que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait lui faire peur avant même le début du litige. On lui imposait l'image d'une force obscure. Elle comprit que la peur la conduirait à céder, et que l'odeur des herbes devait l'associer à une magie médicale impure. Elle sortit dans la cour et appela son élève. Il s'appelait Martin. Il était maigre, basané, portait un cordon avec une croix en bois autour du cou. Et tout le monde le considérait comme un bon à rien, bon seulement à mâcher des plumes et à nettoyer les encriers. Il regardait rarement les gens dans les yeux et restait souvent silencieux. On le considérait comme un simple serviteur. Mais Christina voyait qu'il lisait facilement les lettres grecques dans les marges, même si personne ne le lui avait appris. Elle remarquait qu'il corrigeait ses citations, non pas d'une voix incertaine, mais par de petits mouvements des doigts au-dessus des lignes, comme s'il vérifiait l'exactitude de sa mémoire. Elle n'en parlait pas, car elle comprenait à quel point tout ce qui était au-dessus de sa condition était fragile. Elle le protégeait des regards indiscrets. Elle ordonna d'apporter la lettre à un copiste de sa connaissance qui travaillait parfois pour le monastère. Il fallait découvrir à qui appartenait le sceau. Elle ordonna à l'élève de passer par la cour, où les gardes ne regardaient pas, et de ne pas s'arrêter au bazar. Elle lui dit de ne pas discuter s'il rencontrait des novices du monastère. Elle savait qu'il valait mieux se taire et observer. Elle se rendit elle-même à l'atelier du relieur. Ce n'était pas un simple atelier qui l'accueillit, mais un lieu animé où les feuilles égarées retrouvaient leurs racines et les livres recevaient leur reliure. Le relieur, qui s'appelait Guillaume, était vieux, ses mains tremblaient, mais ses yeux voyaient chaque fil. Il avait autrefois appris à son mari à relier des cahiers. Il était sec et direct. Il dit que le blason sur le sceau appartenait à l'un des chanoines. Il ajouta que ce chanoine aimait les voix étrangères, mais n'aimait pas la volonté étrangère. Il remarqua également que la suie laissée sur la feuille n'avait pas la même odeur que celle des bougies de leur scriptorium. L'odeur provenait de la cave du monastère où étaient conservées les collections. Pendant que Christine vaquait à ses occupations, la ville vivait ses problèmes habituels. L'eau dans les tonneaux de chêne au coin de la rue, les disputes au sujet du prix du grain, les rires des apprentis,
qui cousaient des chaussures pour les chevaliers. Sur la place, un garçon vendait une vieille lyre parce que sa famille était dans le besoin. Une petite fille, assise sur les marches de l'église, répétait des lettres tracées au charbon et les effaçait avec sa paume. Dans ce brouhaha, personne ne remarqua qu'un homme grand, vêtu d'un manteau gris, s'était arrêté devant la porte de la cellule de Christine. Il regarda autour de lui, frappa, puis entra sans attendre. Dans la maison, il se dirigea vers la table, se pencha sur le manuscrit et s'immobilisa. Dans la marge de la page où elle décrivait la ville où les femmes ont le droit de discuter et d'enseigner, il y avait une petite broderie dans une bande étroite. C'était une rose avec des épines, et à côté, un petit signe qu'elle seule utilisait. Il toucha la page, puis tourna la tête au bruit des pas. Marthe se tenait sur le seuil. Elle vit l'intrus et voulut fermer la porte. Mais le grand homme eut le temps de sortir sans dire un mot. Il s'enfonça dans la ruelle, comme s'il s'était évaporé. Le soir venu, l'élève revint avec des nouvelles. Le blason appartenait à un dom-canon, cousin d'un fonctionnaire de la chambre municipale. Ce fonctionnaire supervisait la collecte de la dîme. Récemment, plusieurs liasses de lettres confirmant des dons avaient disparu dans les caves du monastère. Si de telles lettres disparaissaient, il était possible de déclarer ensuite que quelqu'un n'avait pas payé et de percevoir à nouveau l'impôt. C'était avantageux. Et celui qui voulait priver Christina de sa voix pouvait utiliser le même réseau. La menace qui pesait sur elle et l'odeur du sous-sol charbonnier convergeaient vers une même conclusion. Le mercredi, 20 jours après la fête de Saint-Michel, elle se rendit à la salle de réunion du monastère. Il y faisait frais, les murs de pierre sentaient la chaux. Des parchemins étaient posés sur la table. Les théologiens étaient assis sur des bancs et les fonctionnaires municipaux se tenaient à côté. Le doyen, avec son blason sur le seau, regardait comme s'il voyait un bâton qui avait pénétré dans son jardin. Il disait que ses livres étaient nuisibles. Il disait qu'une femme ne devait pas enseigner. Il disait que l'ordre était maintenu par le silence. Il se référait à des livres et à des auteurs renommés. Il parlait d'une voix calme et n'élevait pas le ton, car il savait qu'il avait le pouvoir. Christina écoutait et notait chaque référence, car elle avait remarqué qu'il répétait les citations des autres avec des erreurs. Il confondait un nom avec un autre, mais parlait avec une telle assurance que beaucoup ne le remarquaient pas. On lui a donné la parole. Elle n'a pas répondu de manière acerbe. Elle a dit qu'elle écrivait pour que les paroles des personnes que l'on n'écoute pas ne soient pas perdues. Elle a dit qu'elle ne contestait pas la foi, mais l'habitude de considérer la voix d'autrui comme vide de sens. Elle a dit que si Dieu avait donné l'intelligence, il n'avait pas ordonné de la cacher sous le boisseau. Elle cita des exemples tirés de la vie de femmes qui ont sauvé des villes sans prendre les armes. Elle évoqua les veuves qui tenaient des échoppes et nourrissaient les quartiers pendant les périodes de famine. Elle ajouta que les hommes vivent à côté de cette expérience et en récoltent les fruits, mais qu'ils la qualifient rarement de savoir.
Elle parlait calmement. Et elle remarqua qu'un des théologiens avait commencé à regarder sa plume. Il se pencha vers son voisin et lui dit quelque chose. Après cela, le doyen ordonna qu'on apporte le rouleau. C'était un nouveau rouleau. Il affirmait que des herbes médicinales avaient été trouvées dans sa maison. Et à ce moment-là, l'odeur de la lettre prit tout son sens dans les paroles des autres. Un simple rouleau s'était transformé en accusation. On avait tenté de la lier à des moyens malhonnêtes. C'était un coup porté à sa réputation. Elle comprit que le débat cessait d'être honnête. C'est alors qu'un des scribes, témoin oculaire en fait, tendit le cou et demanda d'expliquer comment exactement les herbes avaient été trouvées. Il ne parla pas à voix haute, il se pencha vers son voisin, qui transmit ses paroles au supérieur. Le supérieur répondit tout aussi doucement, comme si tout se passait normalement. Mais le scribe remarqua que, selon les mots du supérieur, les herbes avaient été découvertes par un serviteur et un messager de la cour. Il dit qu'il connaissait ce messager. Celui-ci se promenait avec une boîte de fil et se dépêchait vers le soir de se rendre à la tour nord, car c'est là que le verrou nocturne se fermait. C'était un signe. L'un des théologiens comprit que le lien s'étendait vers le refuge pour jeunes filles situé derrière les murs du monastère. Des filles sans famille y vivaient depuis quelque temps. Des gens de la chambre municipale s'y rendaient souvent. Et c'est là que les lettres étrangères étaient conservées jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. La réunion s'est terminée sans verdict. On lui a demandé d'apporter les notes de ses écrits. On lui a donné 1 semaine. Cela ressemblait à un sursis, mais en réalité, c'était un piège. En 1 semaine, on pouvait rassembler de nouvelles histoires contre elle, et la prochaine fois, ils auraient déjà des témoins qui diraient ce qu'il fallait. Elle rentrait chez elle en réfléchissant à ce qu'elle allait faire. En chemin, elle s'est arrêtée près d'un puits. Une jeune fille vêtue d'un manteau grossier s'y trouvait. Elle se lavait les mains, mais le faisait maladroitement, comme si elle cachait ses tremblements. Christine la reconnut. C'était l'une de celles à qui elle avait appris à lire sur les marches. La jeune fille s'appelait Ethel. Elle raconta à voix basse qu'elle vivait désormais chez un riche commerçant qui l'employait comme aide. Elle a dit que cette nuit-là, elle avait vu un homme grand vêtu d'un manteau gris tenir dans ses mains une plume qui ressemblait à celle du mari de Christina. Elle a dit que cet homme était venu 2 fois et qu'une fois, il avait posé des questions sur les lettres dans la cave. Elle avait peur de le dire à quelqu'un. Mais maintenant, elle l'avait dit. Ces paroles étaient devenues le premier fil conducteur vers la racine cachée. Christine rentra chez elle dans la soirée. Guillaume, le relieur, était assis dans sa cellule. Il semblait attendre une nouvelle. Il dit que le même homme de grande taille était venu le voir. Il lui avait posé des questions sur les reliures que le mari de Christine utilisait pour son travail. Il avait dit qu'il cherchait une plume avec une encoche particulière. Il était parti, mais avait laissé une trace étrange. Une pièce de monnaie avec un signe gravé était restée sur la table. C'était le signe que mettaient les personnes qui travaillaient pour la chambre des dîmes. Guillaume pensait que cet homme ne cherchait pas simplement une plume, mais une preuve du lien
entre les lettres et la maison de Christine. Il voulait laisser un objet qui serait ensuite trouvé. Pendant la nuit, quelqu'un gratta à la porte. C'était Martin. Il était accompagné d'une jeune fille, Ethel. Elle tremblait, mais tenait dans ses mains un mince paquet. Il s'agissait d'une lettre. Quelqu'un l'avertissait qu'un homme se tenait devant la porte de la cellule, avec pour mission de trouver le livre interdit et les herbes. Le message était signé des initiales que Christina avait vues une fois dans les lettres de son mari. Elle se figea. Ces initiales appartenaient à l'homme qui avait autrefois aidé son mari dans sa correspondance avec la chambre municipale. C'était ce même fonctionnaire, le cousin du Dom-Canon. Tout s'entremêlait. À l'aube, 2 hommes entrèrent dans la maison. Ils fouillèrent le foin dans un coin, renversèrent le panier contenant les déchets. Ils ne trouvèrent rien. Christina resta calme. Elle dit qu'elle était prête à revenir à la réunion pour répondre à toutes les questions. Ils repartirent de bredouille. Lorsque la porte se referma, elle comprit que le temps jouait contre elle. Mais elle avait des gens qui voyaient la vérité. Il ne lui restait plus qu'à rassembler ses opinions en une seule voix. Elle se souvint de la veuve qui vivait près des remparts de la ville. C'était la femme d'un marchand décédé. On la disait froide, car elle souriait rarement. En réalité, elle économisait ses forces. Elle savait compter et aimait l'ordre. Elle lisait des livres et envoya un jour à Christine un panier de biscottes et 2 rouleaux de parchemin sans explication. Tout le monde savait qu'elle était riche et influente, mais elle n'était ouvertement amie avec personne. Christine se décida à aller la voir. Le chemin menant à la maison de la veuve passait devant des échoppes. À la porte était assis un homme aux genoux cassés. Il s'appelait Matty. Il était portier à la mairie. Après être tombé dans les escaliers, il avait été renvoyé. Il vivait sous un auvent et réparait des clés. On le considérait comme un mendiant, bien que ses mains travaillaient avec précision et rapidité. On le méprisait parce qu'il parlait lentement et confondait souvent ses mots. Il voyait tous ceux qui entraient dans la salle. Il se souvenait des visages et des pas. Personne ne faisait attention à lui. Il était celui que l'on repoussait du regard. Mais il remarquait ce qui n'intéressait pas les autres. Il disait avoir vu un homme grand vêtu d'un manteau gris. Il disait que cet homme se rendait souvent dans la tour nord sans être inscrit dans le registre. Il disait que cet homme laissait derrière lui une odeur d'herbe amère. Il disait aussi que cet homme apportait parfois des paquets étroits, enveloppés dans un fil d'une couleur particulière. C'était le fil que tenait le messager. Les paroles de Matty ont relié l'odeur, le fil et la tour. Le gardien, que tout le monde méprisait, est devenu le détenteur de la clé, non pas métallique, mais symbolique. Cet homme sous-estimé s'est avéré être celui qui voyait l'essentiel. La dame près du mur accueillit Christine sans geste superflu. Elle écouta, sans presque bouger le visage. Elle dit qu'elle avait entendu parler de la dispute. Elle dit qu'elle était habituée à ce que les femmes n'aient pas le droit de parler quand il s'agissait d'affaires.
Elle ajouta qu'elle avait en sa possession des lettres qui avaient été envoyées à la Chambre des dîmes, ainsi que des copies des confirmations. Elle expliqua qu'elle les gardait chez elle parce qu'elle ne faisait pas confiance aux coffres aveugles. Elle dit qu'elle était prête à montrer ses papiers. Elle prit un coffret en bois sur l'étagère et en sortit des liasses. Il s'agissait des confirmations qui étaient officiellement censées avoir disparu. Elles étaient marquées du signe d'un homme en cape grise. Dans les marges figuraient les mêmes lettres grecques éparpillées que Martin utilisait parfois. Christina sentit une intuition naître en elle. Elle se souvint que l'élève avait corrigé ses citations. Elle se souvint qu'il portait autour du cou un cordon d'un certain tressage. Et un cordon identique faisait un nœud sur l'une des lettres. Elle comprit que le fil menait à sa maison, mais pas parce qu'il était un ennemi, mais parce que dans cette histoire, il y avait une porte fermée dont il n'avait pas parlé. Elle retourna voir l'élève et lui posa des questions sur son passé. Il resta longtemps silencieux, puis dit qu'il était né dans une maison appartenant au monastère. Sa mère était morte quand il était enfant. Il avait été élevé par un scribe qui lui apportait parfois du pain et lui donnait à lire de vieilles feuilles. Ce scribe était le frère d'un homme de la chambre et devint plus tard le serviteur du dom-canon. Le père de Martin avait disparu. Depuis son enfance, il portait autour du cou un cordon que lui avait laissé un inconnu, lui recommandant secrètement de protéger le garçon. Christine comprit que cette chaîne cachait un lien de parenté, mais elle ne parvint pas à le nommer immédiatement. Elle demanda qu'on lui montre tout signe qui pourrait expliquer d'où venait le cordon. Martin sortit d'une minuscule boîte un petit caillou vert serti dans un fragment de plaque d'argent. Sur la plaque était gravé un petit signe. C'était le signe qu'elle avait vu une fois sur une lettre de son mari, datant de plusieurs années, lorsqu'il venait d'emménager dans cette ville. Son mari lui avait dit qu'il avait aidé un jeune homme à entrer au scriptorium. Ce jeune homme avait conservé la pierre de son père, mais ne savait pas qui il était. Son mari lui avait dit qu'un jour la pierre retournerait dans la maison où elle serait comprise. Les mots s'étaient mis en place. Martin était le fils secret du scribe avec lequel son mari travaillait. Et le scribe était le frère germain du dom-canon. C'était une parenté cachée qui expliquait beaucoup de choses. C'est pourquoi l'odeur, la laine et la suie attiraient vers la maison de Christina. C'est pourquoi un grand inconnu cherchait la plume de son mari. Il voulait associer le nom de son mari à la disparition des lettres et couvrir les traces d'une famille qui voulait la pureté de son blason. Christine ne dit pas tout de suite à son élève qu'elle avait compris. Elle savait combien il était facile de briser une âme fragile en un instant. Elle dit qu'elle avait un plan. Elle alla voir la veuve près du mur et lui demanda son aide. Celle-ci acquiesça. Elle dit qu'elle n'aimait pas les défenses bruyantes dans la salle, mais qu'elle savait régler les affaires d'un seul coup. Elle dit qu'elle était prête à devenir une bienfaitrice inattendue. Elle ordonna d'inviter 2 personnes. L'une était un policier qui servait honnêtement sans bavardage et qui détestait le vol de documents.
L'autre était un jeune chevalier qui voulait la gloire, non pas par l'épée sur le champ de bataille, mais par des actes de justice, car sa famille avait été déshonorée par une ancienne accusation de lâcheté. Il avait besoin d'une victoire éclatante. Ils acceptèrent. La veuve paya les porteurs et, pendant la nuit, un petit cortège se rendit à la tour nord. Mati, le gardien méconnu, leur montra comment tourner le levier derrière la pierre. Il le fit avec une telle facilité, comme s'il ne faisait qu'ajuster une vieille clé. Ils entrèrent dans la cave. Il y régnait une odeur de cave à pommes de terre, d'humidité et de cette herbe amère. Des paquets étaient posés sur les étagères. Sur un tonneau se trouvait une lampe à charbon, du genre de celles qui laissent des traces de suie sur le papier. Sur la table était posée une plume étrangère, dont la rainure ressemblait beaucoup à celle de son mari. À côté se trouvait une boîte contenant de la laine de la couleur dont avait parlé le messager. Tout était disposé comme si le propriétaire était sorti un instant. Mais un homme grand, vêtu d'un manteau gris, se tenait derrière un pilier. Il ne s'attendait pas à recevoir des invités. Il fit un pas, voulant s'enfuir, mais le jeune chevalier lui barra le chemin. Le garde plaça sa lance devant la porte. La veuve dit qu'elle n'aimait pas les mots inutiles. Elle ordonna d'ouvrir le coffre le plus proche. À l'intérieur se trouvaient des lettres concernant des dons qui étaient considérés comme perdus. Certaines portaient de minuscules marques en lettres grecques. Ces lettres et ce fil reliaient les affaires de la chambre à la maison du chanoine. C'était assez clair, même sans dispute bruyante. Mais il fallait consolider l'affaire pour qu'elle ne puisse pas être renversée. Il fallait montrer le lien par la preuve et non par la conjecture. Christine trouva une lettre sur laquelle figurait un signe similaire à celui qui était gravé sur la pierre de Martin. Elle comprit que ce signe appartenait à celui qui donnait des ordres aux scribes. Elle dit qu'elle ne divulguerait pas son nom tant que l'homme ne se serait pas exprimé par des mots pouvant être consignés par écrit. Elle lui donnait une grande chance de se confesser sans torture. Elle comprenait que la ville aimait les cris, mais la vérité exigeait un nœud précis, et non un fouet. Elle sortit du panier une petite tablette de cère. On y inscrivit ce qu'on avait trouvé dans la cave. On dressa une liste avec des marques. La veuve apposa sa signature. Le policier apposa également la sienne. Le jeune chevalier apposa le sceau que son père lui avait autorisé à utiliser. Mathieu toucha la cire avec son signe, qu'il utilisait lorsqu'il réparait des clés, bien que personne ne le lui ait demandé. Il le fit par habitude. La trace laissée par son aiguille de maître se posa à côté des sceaux. Cette trace jouera ensuite un rôle décisif, car elle prouvera qu'il y avait là un homme que personne ne considérait comme important, et donc que toute la scène n'avait pas été mise en scène à l'avance par les autorités. À l'aube, ils arrivèrent à la maison de réunion. Le diacre vint à leur rencontre. Il était calme. Il dit que des rumeurs circulaient, mais que la vérité
se trouvait dans les livres. Il dit que toutes ces accusations soudaines sentaient l'envie. Il dit qu'il était à nouveau prêt à écouter la réponse de la veuve de l'écrivain, mais qu'il allait d'abord lui montrer comment une femme devait s'exprimer. À ce moment-là, la veuve, près du mur, sortit de sous son manteau un rouleau scellé. Elle le posa sur la table. Elle dit qu'elle n'aimait pas perdre son temps. Elle expliqua qu'ils avaient trouvé où étaient conservés les documents qui étaient considérés comme perdus. Elle montra une tablette de bouleau avec des inscriptions. Elle expliqua qu'il y avait dans la cave un homme dont les mains sentaient cette herbe. Elle ajouta doucement que si quelqu'un se mettait à discuter aujourd'hui, il risquerait de s'opposer à des choses simples. Un fil d'une certaine couleur, de la suie sur le bord d'un papier, un nœud sur un fil, comme ceux que font les filles de l'orphelinat, et une marque sur un petit caillou, que portent les fils de ceux qui ne reconnaissent pas leur famille. Les mots de la veuve sonnaient secs, sans colère. Cela les rendait encore plus lourds. Dom canonique pâlit, mais tint bon. Il ordonna qu'on fasse venir le scribe de la chambre, son propre frère, celui qui avait autrefois travaillé avec le mari de Christina. Le scribe arriva, fatigué et gris. Il dit qu'il ne savait rien des lettres disparues. Il dit qu'il n'avait vu aucun rouleau dans la cave. À ce moment-là, Mathieu, le portier aux genoux cassés, leva la main. Il le fit maladroitement. Il demanda la parole. Personne ne l'aurait écouté si la veuve n'avait pas acquiescé. Il dit qu'il avait vu le scribe entrer dans la tour nord pendant la nuit. Il a ajouté qu'il reconnaissait la voix de ce scribe rien qu'à ses pas, car celui-ci boitait de la jambe gauche à cause d'une blessure à la jambe contractée dans l'escalier. Il a déclaré que ce bruit de boiterie était audible même à travers la porte, à condition de se tenir dans l'ombre et de ne pas respirer. Il a ajouté qu'un jour, ce scribe avait dit qu'il avait un fils, et qu'un jour, le garçon apprendrait la vérité, car il portait autour du cou un cordon d'un autre tissage. Les gens dans la salle ont poussé un cri. Le scribe a pâli. Il a compris que son secret avait été révélé. Il a avoué. Il a dit qu'il avait accumulé les lettres pour obliger les gens à payer 2 fois. Il a dit qu'il voulait élever la lignée de son frère, le Dom Canon. Il a dit qu'il craignait que Christine ne détruise son plan, car ses livres enseignaient aux gens à ne pas se taire. Il a dit qu'il avait ordonné de glisser des herbes pour que son nom sente le danger. Il a ajouté que le garçon qui avait grandi sans père était son fils, mais qu'il ne pouvait pas le nommer, car il craignait le déshonneur. Il a dit qu'il avait essayé de retirer la plume de son mari de sa cellule, afin de lier le nom de son mari à la disparition des lettres, car tout semblerait alors être un vieux péché et non une affaire récente. Le silence régnait dans la salle. Martin se tenait près du mur et regardait ailleurs, car il ne savait pas quoi faire. Christina s'approcha de lui. Elle ne dit rien, mais tout le monde vit qu'elle déposait dans sa paume un petit caillou recouvert d'une plaque d'argent. Elle serra doucement ses doigts.
Elle a reconnu la parenté, sans exiger que le scribe devienne le père à haute voix. Elle a accueilli chez elle celui qui n'était auparavant qu'un simple apprenti. C'était son choix et son risque. Elle savait que sa vie allait désormais devenir plus compliquée, mais ce serait sa décision, et non celle d'un étranger. C'était une clarté morale dans une affaire où régnait depuis longtemps la saleté. Dom Canonique dut s'incliner. Il tenta d'expliquer qu'il ne savait rien des affaires de son frère. Il pesait ses mots comme des pièces de monnaie, cherchant une issue. Mais la veuve, près du mur, prononça cette seule décision. Elle annonça qu'elle remettrait les lettres et la liste des signatures au tribunal ecclésiastique. Elle ajouta que le même jour, le 20e jour après la fête de Saint-Michel, elle ouvrirait une école d'écriture pour les femmes près de son mur et que la première enseignante serait Christina. Elle a dit qu'elle avait suffisamment de moyens pour payer le parchemin et l'encre. Elle a expliqué que si quelqu'un s'y opposait, elle suspendrait ses dons à la chambre des dîmes jusqu'à ce que le tribunal révèle tout ce qui devait l'être. Elle était cette bienfaitrice inattendue qui, d'un seul geste, changeait le cours des choses. La foule sur la place s'est mise à murmurer. Les gens aimaient les spectacles, mais ils aimaient encore plus la vérité simple et compréhensible. Ils ont vu que leur petite vie quotidienne était liée au grand livre. Ils ont compris que le sujet du litige n'était pas la fierté d'une veuve, mais le fait que leurs lettres et leur argent ne disparaissent pas dans les caves. Ils comprirent que dans cette ville, les femmes tenaient des boutiques, nourrissaient les enfants et savaient compter. Ils virent qu'il était possible de se disputer et de gagner non pas avec un couteau, mais avec des preuves claires. Le jeune chevalier, qui rêvait d'une victoire éclatante, l'a obtenue non pas sur le champ de bataille, mais dans une cave, et sa famille a cessé d'être stigmatisée comme lâche, car il n'a pas reculé devant le pouvoir. Mathieu, le gardien dont personne n'avait besoin, est devenu un héros. Sa trace laissée par l'aiguille sur la cire s'est avérée décisive, car c'est lui qui a prouvé que l'acte de découverte n'avait pas été falsifié. On a cessé de le chasser de la porte, on lui a donné une place à l'école. Il est devenu le gardien des clés et a appris aux garçons à réparer les serrures afin qu'ils ne cherchent pas de chemin détourné. Christina est rentrée chez elle. Elle a ouvert le coffret contenant les lettres de son mari. Elle a relu les lignes où il parlait de la ville, où les mots servent de la cause et non la peur. Elle a posé à côté la plume entaillée que cherchait le grand homme. Cette plume était désormais la preuve non pas d'un acte malveillant, mais d'une relation pure. Elle a fermé le couvercle et a repris le manuscrit. Elle écrivait sur la ville des femmes, où chacune savait compter, discuter et enseigner. Elle racontait dans son livre les histoires de celles qu'elle connaissait. Veuves, marchandes, guérisseuses, filles des marches, portiers, relieurs. Elle expliquait que cette ville n'était pas bâtie sur des épées et des drapeaux, mais sur le droit clair de parler et d'écouter. Le soir, le scribe, le père de Martin, vint la voir. Il se tenait là, les mains vides.
Il dit qu'il était prêt à accepter sa punition. Il ne demanda qu'une seule chose, que le garçon ne porte pas sa culpabilité, car il n'avait pas choisi ses parents. Christine répondit que le garçon portait déjà son fardeau et son travail, et que la culpabilité de son père restait celle de son père. Elle ne le dit pas à voix haute, mais son geste le montrait clairement. Elle demanda au scribe de signer ses aveux devant le tribunal et de nommer tous ceux qui l'avaient aidé. Il accepta. C'était son choix. Et ce choix mit fin à la partie sombre de l'histoire. Une semaine s'écoula. L'école près du mur ouvrit ses portes. Le premier jour fut bruyant. Les filles murmuraient des lettres. Les garçons tendaient le cou pour voir la plume. La veuve se promenait entre les bancs et veillait à ce que tout le monde ait assez de parchemin. Matey enseignait aux enfants à travailler avec précision. Le jeune chevalier venait le matin et apportait de l'eau. Guillaume, le relieur, offrait des chutes de papier pour que les enfants aient des marque-pages. Le policier venait parfois vérifier que tout était en ordre et apportait des nouvelles du tribunal. Le dom-canon se tenait à l'écart. Il se rendait au tribunal, prononçait les mots nécessaires, hochait la tête et semblait fatigué. La chambre municipale fut contrainte de rembourser ceux qu'elle avait tenté de faire payer 2 fois. Il n'y avait plus de parchemins étrangers dans la cave. De nouvelles personnes y furent affectées et un autre cadenas, fabriqué par Matey, fut installé sur la porte. Un jour, un homme grand vêtu d'un manteau gris est venu à l'école. Il l'a enlevé et s'est avéré être quelqu'un de simple, pas effrayant. Il était plus âgé qu'il n'en avait l'air. Il a demandé à Christina de lui permettre de réparer le livre qu'il avait autrefois abîmé avec sa suie. Il apporta du papier et une lampe à charbon, mais ne l'alluma pas à l'intérieur, préférant la sortir à l'air libre pour que la suie ne se dépose pas sur les bords. Il dit qu'il voulait réparer son erreur. Christina accepta. Elle estimait qu'il fallait donner aux gens la possibilité de se racheter. Mais elle ne le déchargea pas de sa responsabilité et n'oublia pas ce qui s'était passé. Elle transforma simplement cette force en travail. À la fin de l'automne, la ville vivait plus paisiblement. Cela ne se voyait pas tout de suite. Mais le pain avait cessé de disparaître des étals sans être payé. Sur la place, on entendait moins de cris au sujet des lettres disparues. Les filles ne lisaient plus en cachette sur les marches, mais ouvertement à l'école. La veuve comptait les piles de pièces et savait où elles allaient. Elle soutenait la défense de la ville non pas avec des épées, mais avec des cahiers. Christina a terminé son manifeste. Elle l'a intitulé « La ville des femmes ». Elle ne demandait pas d'avantages particuliers pour elle, mais exigeait simplement le droit d'étudier, de s'exprimer et de se défendre, elles et leur cause. Elle expliquait que le savoir n'était ni un caprice ni une fierté. C'était un outil, tout comme le crochet du charpentier et le couteau du cordonnier. Elle ajoutait que là où la voix des femmes se faisait entendre, les murs ne s'écroulaient pas, mais les ponts se renforçaient. Elle remit le manuscrit au relieur. Sur la couverture, il grava une rose avec des épines.
C'était le signe que la dignité ne réside pas dans la douceur des pétales, mais dans la capacité à maintenir des limites. Sur la page de garde, Guillaume laissa un espace vide. Il dit que cet espace était réservé aux noms futurs. Il croyait qu'ils seraient nombreux. Le jour où le manuscrit fut ramené à la maison, des gens se rassemblèrent devant la porte. Ils ne criaient pas. Ils se tenaient simplement debout, car ils voulaient voir le livre entrer dans la ville. Dans la foule se trouvaient la veuve près du mur, le jeune chevalier, le policier, Mathieu avec son genou bandé, les filles des marches. Le scribe, le père de Martin, se tenait un peu à l'écart, sous bonne garde, attendant d'être envoyé dans le cachot du monastère. Il n'essayait pas de pleurer et ne cherchait pas la compassion. Il comprenait que c'était la bonne chose à faire. Martin se tenait à côté de Christine. Il gardait le caillou près de lui, mais ne le cachait pas. Il n'était plus seulement un élève. Il faisait partie de la maison. Il aidait à recopier les manuscrits et apprenait aux plus jeunes à écrire des lettres régulières. Le soir, lorsque tout le monde fut parti, Christine posa 3 objets sur la table. La plume de son mari, le caillou avec la plaque d'argent et une petite tablette en écorce de bouleau avec la liste des parchemins de la cave. Elle posa du pain frais à côté. Elle pensa que la justice ressemblait parfois à une table silencieuse sur laquelle étaient disposés des objets simples dans le bon ordre. Ce n'est ni une fête, ni une exécution. C'est un foyer. Elle s'est assise et a écrit quelques lignes pour ceux qui les liraient dans quelques années. Elle a expliqué que la vérité ne repose pas sur un seul geste, mais sur la convergence de nombreuses petites décisions. Elle a dit qu'il ne fallait pas diviser les gens en camps, mais leur apprendre à voir les liens qui nous unissent. Elle a ajouté que le pouvoir le plus fort se développe lorsque chacun a un travail et une voix. Elle a écrit que la ville des femmes ne prend pas la place des hommes, mais leur apprend à se regarder sans crainte. Elle se réveilla avant l'aube et regarda longuement par la fenêtre, derrière laquelle scintillaient les lumières de la tour de guet. Il lui semblait que tout était déjà décidé, mais la vie nous lâche rarement aussi facilement. Le lendemain du retour du manuscrit, un messager se présenta à nouveau au seuil de la maison. Celui-ci était jeune et obstiné. Il apporta un petit paquet, comme s'il venait d'une épicerie. À l'intérieur se trouvait une note. Elle disait qu'une nouvelle rumeur circulait dans la ville. Apparemment, le livre que Christina avait appelé « La ville des femmes » avait été écrit par un homme, et le nom de la veuve avait été utilisé pour faire joli. Apparemment, une femme n'aurait pas pu exposer ses arguments avec autant de clarté. Apparemment, la veuve n'avait fait que signer le livre. Le papier me renvoyait exactement le même cri que par le passé. Mais cette fois, ce n'était pas un jugement, mais le poison d'une moquerie vide de sens. Cela semblait insignifiant, mais ces petites choses recelaient les germes de nouveaux coups. Un simple bout de papier laissé devant la porte se transformait ensuite d'un thriller
Quelqu'un essayait à nouveau de lui retirer la paternité de l'œuvre afin de la renvoyer dans l'ombre. Christina comprenait qu'une réunion bruyante ne servirait à rien. Il fallait une autre scène. Elle décida de procéder à une vérification publique. Elle proposa d'organiser sur la place la réécriture d'un chapitre de son livre en présence de témoins. Elle savait que l'écriture ne se fait pas seulement dans le silence, mais aussi dans le bruit, quand il y a du monde autour. Elle se tourna vers l'école près du mur et dit qu'avant la réécriture, plusieurs filles et garçons écriraient également un exemple afin que les gens puissent voir comment naît un texte. Elle décida de montrer non seulement sa main, mais aussi la croissance des mains autour d'elle. La veuve la soutint. Elle prépara les tables, l'encre et les feuilles de parchemin. Le jeune chevalier s'arrangea avec les gardes pour que personne ne vienne les déranger. Mattie apporta un support pour l'encrier afin qu'il ne tombe pas à cause des secousses. Guillaume aiguisa les plumes. Des gens se rassemblèrent sur la place. Des théologiens vinrent également. Le doyen se tenait dans l'ombre, mais ne partit pas. Lorsque tout commença, Christine s'assit à la table et se mit à écrire. Elle ne se pressait pas. Elle traçait les lettres avec régularité. Elle tenait sa deuxième main sur les marges, afin de pouvoir s'appuyer avec ses doigts lorsque la ligne s'éloignait. Elle travaillait calmement et avec assurance. Autour d'elle, les enfants murmuraient les lettres et essayaient de ne pas salir les bords. La foule a d'abord fait du bruit, puis s'est calmée. Les gens ont vu le travail et non l'image. Ils ont compris que le texte naissait ici, sous leurs yeux. C'était la réponse à la nouvelle rumeur. Pendant la transcription, une autre scène importante s'est produite. Une petite fille a laissé tomber sa plume et l'encre s'est répandue. À côté se tenait un jeune scribe envoyé par la chambre. Il a souri et a voulu partir, laissant la petite fille avec la tâche. Mais Martin a rapidement placé une fine planche sous la feuille, a pris la fillette par la main pour l'emmener vers la cruche, l'a aidée à rincer le bord et a remis le travail sur la table. Ses mouvements étaient assurés, précis. Il a sauvé la feuille et les lettres sont restées lisibles. Les gens virent cela et se mirent à murmurer gentiment. Ils virent comment le garçon, que beaucoup considéraient comme un simple serviteur, gérait le travail comme un maître. Ce fut un tournant évident où le talent caché l'emporta sur le statut et les moqueries. On le respectait désormais non par pitié, mais pour son travail. Dom Canonique s'est approché. Il a regardé la main de Christina écrire les lignes. Il a compris que le débat sur l'identité de l'auteur n'avait plus de sens. Il a proposé de mettre fin à la dispute. Il dit qu'il était prêt à reconnaître son livre comme l'œuvre de Christine elle-même. Il ajouta qu'il demandait à la veuve près du mur de lui donner la permission d'ouvrir dans le monastère une étagère séparée pour les livres écrits par des femmes. Ces paroles ne sonnaient pas comme une faveur, mais comme une tentative de sauver la face. Mais c'était un pas dans une direction qui était inimaginable un mois auparavant.
Les gens sur la place applaudirent. Et là encore, le bruit le plus fort n'était pas celui des cris, mais celui des pages qui tournaient. Le soir, 3 personnes se sont présentées chez Christina. Le premier était un vieux chevalier, le père du jeune homme. Il était un peu rude, pas habitué à parler avec des scribes. Il a dit qu'avant, il pensait que les livres écrits par des femmes étaient vides de sens. Mais aujourd'hui, sur la place, il a vu un ordre qui pourrait régner dans sa maison. Il demanda plusieurs exemplaires du livre pour ses filles et ses belles-filles. Il dit qu'il voulait qu'elles sachent compter et lire les contrats. Il partit sans dire au revoir, mais laissa sa bourse sur la table. C'était une preuve étrangement simple que le cœur de Pierre aussi peut bouger s'il voit la clarté. Le deuxième était un bijoutier. Il apporta de petits fermoirs en argent pour les cahiers. Il dit qu'il était prêt à les offrir 1 fois par mois, car sa femme avait lu le chapitre sur la cité des femmes et avait cessé d'avoir peur de sortir dans la boutique. Il le dit d'un ton sec, mais ses yeux brillaient. Il comprit que sa maison était devenue plus riche, sans achat superflu. La troisième était une guérisseuse. Elle apporta un petit bouquet d'herbes, celle-là même qui sentait l'amertume. Elle les posa sur le bord de la table et dit que l'herbe n'était pas responsable des mauvaises actions. Elle demanda à ce que ses connaissances soient consignées en termes simples dans un nouveau cahier destiné aux femmes, afin que personne ne confonde ce qui est utile avec ce qui est nocif. Elle a dit qu'elle était prête à apprendre aux filles à distinguer les doses et à savoir comment ne pas nuire. Christina a accepté. Elle a décidé d'inclure dans la ville des femmes non seulement des histoires tirées de livres, mais aussi l'art du corps. C'était important, car la vie ne se résume pas à des lettres. Quelques semaines plus tard, un tableau avec des règles était accroché au mur de l'école. Il y était écrit que personne n'oserait imposer aux femmes la peur des autres et appeler cela de l'ordre. Il y était écrit que dans cet endroit, on discutait avec des faits, et non à voix basse dans un coin. Il était écrit que les paroles des élèves seraient protégées comme des marchandises dans une boutique et comme du grain dans un grenier. Il était écrit que tout le monde pouvait venir de la rue et demander pourquoi il en était ainsi et serait entendu. C'étaient des règles simples et claires. Elles sont devenues partie intégrante de la ville, comme une petite porte dans un jardin. Le procès du scribe s'est déroulé sans torture. Ses aveux, les signatures sur la plaque, la trace de l'aiguille de Mathie et le sceau de la veuve ont permis de clarifier l'affaire. Il a été condamné à plusieurs années de service dans un atelier de reliure. Il lui a été interdit de travailler avec des documents. On lui ordonna d'apporter chaque semaine un rouleau de parchemin à l'école afin que les filles puissent étudier. Ce n'était pas de la clémence, c'était un calcul. La ville décida qu'il valait mieux tirer profit du coupable pour l'avenir, plutôt que de briser son esprit rebelle et d'oublier la leçon que cette histoire avait enseignée. Dom canonique conserva son titre, mais son pouvoir diminua.
Il ne pouvait plus donner d'ordre aussi facilement qu'auparavant. Il devait désormais consulter la veuve, le policier, les chevaliers et même le portier. Le monde était devenu un peu plus compliqué, mais plus honnête. Pendant le long hiver, l'école ne ferma pas ses portes. On y allumait la lumière à midi, quand il faisait sombre. Les filles tricotaient de simples bonnets chauds pour ceux qui grelottaient contre le mur. Les garçons apportaient de l'eau et nettoyaient les tables. Christina écrivait un nouveau cahier. Elle expliquait comment mener une dispute sans susciter de colère inutile. Elle donnait des exemples tirés de la vie récente de la ville. Elle racontait comment un jour, un colis ordinaire avait été à l'origine d'une menace, et comment cette menace avait été déjouée par des personnes mal aimées. Elle écrivait simplement, afin que ces mots puissent être lus non seulement par les scribes. Elle évitait les belles images, car la vie était déjà assez compliquée. Au printemps, le pommier du jardin a donné ses premières fleurs abondantes. Ce n'était pas un signe tiré d'un conte de fées, mais d'une époque ordinaire. L'arbre avait survécu au vent et au gel. Il se dressait comme une maison simple et était utile. Sous le pommier, Christina avait placé un banc. La veuve, Mattie, le jeune chevalier, Guillaume, la guérisseuse et les enfants s'y asseyaient à tour de rôle. Ils discutaient des affaires de la ville. Ils ne parlaient pas comme de grands hommes, mais comme des voisins qui vivaient côte à côte. Ils décidaient où installer un nouveau réservoir d'eau, comment répartir les paquets, à qui donner le premier manuel scolaire, comment accueillir une petite fille qui avait peur des gens. Ils apprenaient à écouter. Lorsque la fête de la Saint-Jean arriva, des voyageurs arrivèrent dans la ville. Parmi eux se trouvait un vieil homme qui se présentait comme un enseignant venu d'un monastère lointain. Il essayait de convaincre les gens que l'école près du mur était néfaste. Il disait que les femmes devaient rester à la maison et prier. Il disait que la saleté des bancs collait au parchemin et que cela gâchait le savoir. Il parlait beaucoup. On lui répondait brièvement. On lui montrait le tableau avec les règles, le livre aux pages lisses, les filles qui lisaient sans crier. Il est parti sans avoir obtenu gain de cause. Ses paroles se sont perdues dans le bruit de la foire. À l'automne, la ville avait changé. Pas soudainement ni par miracle, mais grâce à des actions concrètes. Les boutiques trichaient moins souvent. Les lettres ne disparaissaient plus de la chambre. Au monastère, on considérait désormais les écoles comme des lieux où régnait l'ordre et non la révolte. Une fois par mois, le doyen venait assister à un cours, écoutait la lecture et repartait en silence. Il ne se disputait plus aussi vivement qu'auparavant. Il apprenait peu à peu à vivre avec ce qu'il détestait au départ. Le scribe travaillait chez Guillaume et lui tendait les cordes en silence. Il gardait la tête baissée, mais n'essayait pas de se justifier. Il faisait son travail. Il regardait parfois Martin, mais ne s'approchait pas. Le fils ne jetait pas de regard à son père. Et c'était bien ainsi. La vie n'est pas obligée de réunir tout le monde autour d'une table pour s'embrasser. La vie se contente de l'ordre et du travail honnête. Christine termina un nouveau rouleau.
Il était plus simple qu'un manifeste. C'était un cahier d'instructions pour ceux qui se disputaient. Elle en fit don à l'école et au monastère. Elle ne le signa pas de son nom, mais d'un symbole représentant une rose épineuse. Les gens savaient de qui il s'agissait. Il n'avait pas besoin d'une signature particulière. La ville comprit que ce n'était pas tant celui qui parlait le plus fort qui comptait, mais celui qui agissait avec le plus de précision. Depuis lors, lorsque des disputes éclataient dans la ville, les habitants se souvenaient de l'histoire du colis, de la cave, de la suie et de l'herbe. Ils se souvenaient comment un simple gardien était devenu un héros, comment une riche veuve avait détruit un réseau rusé d'un seul coup, comment le talent caché d'un garçon avait pris le dessus sur les moqueries, comment une parenté soudainement révélée avait coupé le fil du chantage, comment un simple bout de papier sur la porte avait ouvert tout un puits de saleté, et comment la main précise de la veuve de l'écrivain avait tracé une nouvelle ligne sur la place, que tout le monde avait vue. Il comprenait que la ville ne vivait pas de sortilèges, mais du fait que chacun faisait son travail et était prêt à se ranger du côté de la vérité lorsqu'elle était opprimée. Elle savait que sa ville de femme n'était pas une forteresse de pierre avec des bastions. C'est un chemin qu'il faut parcourir chaque jour. C'est un choix qu'il faut répéter. C'est une plume qu'il faut aiguiser. C'est un pommier qu'il faut arroser. Ce sont des yeux qu'il faut lever pour voir. Elle ne se considérait pas comme une sainte et n'appelait pas le feu du ciel. Elle faisait simplement ce qu'elle pouvait et apprenait aux autres à faire de même. Et cela s'est avéré suffisant pour que, dans une ville, dans une cour, un an après un hiver rigoureux, il devienne plus facile de respirer. Et quand, à la fin de l'année, Noël est arrivé, les rues étaient illuminées, la maison sentait bon le pain et son manuscrit était posé sur la table. Les gens disaient que cette maison était baignée d'une lumière paisible, et certains ajoutaient que la lumière de la paix brille là où personne n'a peur d'écrire son nom à côté de la vérité. C'était là toute la clarté morale de cette histoire. Elle n'était pas née d'un miracle, mais du choix de personnes qui avaient cessé de se taire et avaient commencé à agir.